Bonsoir tout le monde, je suis Gustave Rontex, CTO et cofondateur de Oracle Oncology. Je suis ravi d'être là ce soir. Donc, on a parlé de la santé à l'hôpital et en fait de comment l'IA pouvait aider les hôpitaux à mieux traiter les visites de leurs patients. On a parlé aussi de l'IA dans le cabinet médical avec l'exemple de Nabla. Je vais vous transporter sur un autre sujet qui est l'utilisation de l'IA dans le développement de nouvelles molécules. Donc vraiment dans le dur du monde de la pharma, et donc vous expliquer un peu ce qu'on fait chez Oracle. Donc pourquoi est-ce que le développement des médicaments c'est aussi important? C'est parce que en fait c'est là où se font les progrès sur la santé humaine. C'est-à-dire qu'on peut parler de plein de choses qui vont améliorer de façon marginale en fait ce qui se passe en cas de maladie, mais vraiment le centre névralgique, vous voulez des humains en meilleure santé, il faut des molécules, il faut des drugs. Et donc, on n'en parle pas beaucoup en France, parce qu'en fait, l'industrie des molécules est assez sparse, mais la réalité du terrain, c'est que c'est là où ça se produit. Donc, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a 1 an ou 2, là, Gilead, ils ont sorti une molécule, lenacapavir, transmission du sida, 0. Voilà, le problème, c'est pas résolu parce que c'est avant infection, mais quasiment résolu. On parle de l'obésité aux États-Unis. Vous voyez les années qui défilent. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2020? L'arrivée des inhibiteurs de GLP-1, problème de l'obésité, en cours de résolution aux États-Unis. Voilà, c'est pas des changements comportementaux, c'est pas ce genre de choses, c'est de la molécule, c'est de la drogue. Et donc, c'est important de travailler là-dessus. Et donc, comment ça se passe de développer des molécules? Alors, c'est un cycle qui est long, qui dure à peu près 10 ans, et qui aujourd'hui coûte à peu près 2 milliards de dollars. Et donc, en fait, c'est une série de décisions. Donc, vous allez avancer dans votre process. Décision 1, décision 2, décision 3, décision 4. La première décision, c'est qu'il faut comprendre la maladie. Il faut comprendre qu'est-ce que vous allez cibler. Donc ça, on appelle ça la target discovery et la target validation. Ensuite, il y a toute une série d'étapes de chimie. Donc, trouver quelle est la molécule qui va venir inhiber le site catalytique. Est-ce qu'elle a les bonnes propriétés ou pas? Donc ça, c'est voilà, screening, lead optimization, preclinical testing, discovery. Donc ça, typiquement, vous avez peut-être entendu parler d'entreprises comme Isomorphic ou Cradle. C'est ce qu'ils font. Donc l'IA a un énorme impact là-dedans. Et puis après, on revient dans toute une série de décisions qui sont en fait biologiques ou médicales et qui consistent en gros aux essais cliniques. Donc en fait, vous allez prendre votre molécule et vous allez la donner à des patients et vous avez toute une série de décisions les unes après les autres de tests pour voir en fait si la molécule est efficace ou pas. Et donc, tout ça prend énormément de temps, énormément d'argent, c'est très capital intensive et c'est ça qui va dicter en fait la vitesse du progrès médical. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, la FDA approuve à peu près 40-45 molécules par an. Donc, c'est une industrie qui, en oncologie, on doit être à 5 pour à peu près 380-400 milliards de dépenses annuelles. Donc, ça vous donne une idée du throughput. Et alors, le problème qu'on a, c'est que le taux de succès des essais cliniques, il décroît d'à peu près 5% par décade, donc par dizaine d'années. Donc là, c'est le taux de succès quand vous rentrez en essai clinique jusqu'à la sortie. Donc en fait, là, ce que je vous montre, c'est la probabilité que quand vous entrez là, vous sortez et vous arrivez chez le patient. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, enfin marrant, c'est pas très drôle, mais en fait, le taux, il décroît. Donc, on a l'IA. Enfin, entre-temps, là, on a eu plein de trucs. On a eu le séquençage du premier génome humain, on a eu la PCR, enfin plein de techniques de labo, meilleure data, meilleure IA, il n'y a rien qui marche. Et en fait, les taux continuent de décroître. Et donc, c'est un grand sujet, c'est un grand mystère. Comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer les taux de succès? Parce que ce qui se passe là, en fait, a un impact sur tout ce qui suit. C'est des taux de succès plus faibles, ça veut dire que les molécules sont plus chères. Quand vous entendez parler du prix des nouveaux traitements qui augmentent, et puis souvent la presse essaie de créer de l'indignation là-dessus, en fait, ce qui se cache derrière, c'est ça. C'est que pour la pharma, il faut qu'elle puisse justifier les investissements là-dedans, et si c'est pas rentable, on arrête d'investir dans la R&D et on arrête la recherche. Et donc, c'est vraiment important d'arriver à faire monter ces taux de succès d'essais cliniques, parce que c'est vraiment ça qui permet de faire progresser la santé humaine. Et alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de designer des meilleurs systèmes au labo, je vais vous expliquer un peu comment, pour optimiser les taux de succès des essais cliniques. Alors, l'IA promet beaucoup de choses là-dedans. Donc là, j'ai juste pris deux nouvelles deux annonces qui datent du mois dernier. Donc, d'une part, c'est Isomorphic qui lève 2,1 milliards de dollars pour faire avancer ces molécules en clinique. Ça, c'est la branche médicale de DeepMind. Donc, ils ont fait une spin-off qui travaille sur en fait AlphaFold. Et puis après, il y a des entreprises, notamment dans la Silicon Valley, qui signent des très très gros deals de design de molécules. Donc là, par exemple, c'est
C'est une boîte qui s'appelle Chai Discovery et qui vient de signer un gros partenariat avec Pfizer cette semaine, enfin il y a 2 semaines maintenant. Et donc, le problème quand on fait de l'IA dans ce domaine-là de la recherche en médicaments, c'est qu'en fait, on travaille sur des modalités de données qui n'ont rien à voir avec ce que vous allez voir typiquement dans le monde des LLM. En fait, le problème, c'est qu'il y a très peu de modèles d'IA parce qu'il y a très peu de data, en fait. Et en général, c'est là où les principales difficultés émergent, c'est-à-dire comment être capable de faire de la data qui va permettre d'entraîner des modèles qui vont faire quelque chose d'utile plus tard. Et donc, c'est un domaine qui est un peu laissé pour compte comparé à ce qui se passe dans le milieu des agents et des LLM, où effectivement la vitesse de l'évolution est extrêmement rapide. On est dans un milieu qui évolue plus lentement parce qu'il évolue au même rythme que la génération des données. Et donc nous, ce qu'on essaie de faire chez Oracle, en réalité, c'est de générer les données qui vont permettre d'entraîner les modèles d'IA, qui vont être capables de prédire, enfin d'améliorer les taux de succès des essais cliniques pour transformer ça. Et donc comment on fait ça? Là, on va résumer ça en une slide. En fait, nous, on fait des partenariats avec des hôpitaux. On fait des partenariats avec des hôpitaux, on récupère des échantillons au bloc opératoire. À partir de ça, on récupère les cellules tumorales des patients qu'on met en culture. Donc là, ce que vous voyez, les petites boules, c'est des cellules de tumeurs de patients. Et on caractérise ça. Donc on génère les données de séquençage, les données d'ARN, on fait des tests de molécules dessus, et puis on les stocke, ce qui nous permet de les ressortir du congélo et de refaire des expériences dessus plus tard. Et donc en fait, aujourd'hui, on est en train de créer la plus grosse collection d'échantillons de tissus de patients de ce type, pour avoir la plus grosse base de données, pour avoir les meilleurs modèles. Et alors, à quoi ressemblent les données qu'on génère au laboratoire? Donc, je vais faire un petit focus sur un type de modalité de données qu'on génère. Donc, c'est les données de drug screen. Donc, en fait, c'est les tests qu'on fait sur les molécules. Donc, vous avez peut-être vu ce genre de plaques. Là, j'ai juste pris une illustration sur Internet. C'est les plaques 384 QI. Donc, chaque petit point de couleur, c'est une condition différente. Donc, vous mettez des cellules dedans, vous mettez votre molécule dedans. Et ça, c'est vraiment la donnée, on va dire, de base dans notre milieu. Tout un écosystème, il y a des conférences académiques, etc., qui travaillent que là-dessus. Et en fait, ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle des plans de plaques. Donc, c'est la distribution des molécules qu'on met sur la plaque. Et vous allez voir, c'est randomisé parce que pour des raisons de contrôle, que vous allez comprendre plus tard. Et ça oblige, en fait, à vraiment... et ça oblige à avoir pas mal de systèmes et de process pour être capable de décoder ce qui se passe dessus. Et nous, typiquement, au laboratoire, aujourd'hui, on fait une vingtaine de plaques de ce type par semaine. Donc, ça, c'est à peu près 6000 points de données. Et alors, en fait, pour décoder ce qui se passe sur ces plaques, donc, je vais revenir, chaque couleur, c'est une molécule différente, et puis typiquement, on va faire une gamme de concentration. Donc, en fait, la manière de lire les readouts qu'on a, c'est, vous allez avoir des concentrations très très faibles, donc là, on est en log, donc 10-11, typiquement, donc c'est quasiment rien. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une viabilité qui est très élevée. Et puis, vous augmentez la concentration de la molécule, puis à la fin, vous arrivez à des concentrations très très élevées, et là, vous voyez, tout est mort, et la molécule tue tout. Et donc, ce que vous voyez là, vous voyez les organoïdes, ils sont tout petits. Donc, les cellules des tumeurs sont quasiment pas poussées ou sont toutes mortes. Et en fait, ce que les pharmaciens, ce que les chercheurs vont regarder, c'est ce qu'on appelle l'IC50, donc c'est le point où la courbe a la pente maximale. Et donc, en fait, ce que vous voulez faire en réalité, c'est collecter ces données-là sur le plus de patients possible, sur le plus de molécules possible. Et donc, le problème, c'est que bon, là, c'est des données biologiques, c'est des données de la vraie vie, donc les fits ne sont pas parfaits, vous voyez, la distribution de points, et là encore, c'est une courbe qui est quand même plutôt belle, parce qu'on a un périmètre tout petit. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut détecter dans ce genre de données les erreurs systématiques? Donc ça, c'est des méthodes qui ont été développées par Alan, qui est dans la salle. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut apprendre en fait à un modèle de dire, au vu de la concentration, tu devrais avoir tel type de valeur de réponse. Puis après, vous allez regarder les residuals, donc la différence entre la valeur prédite et la valeur réelle. Et en fait, ça vous permet d'avoir une distribution de ces erreurs sur les plaques. Donc là, ça vous permet de passer de la vraie valeur de luminosité sur la plaque aux residuals, et ça vous permet de voir des patterns. Donc, par exemple, vous voyez qu'à gauche, on a des valeurs plutôt en dessous systématiquement de ce à quoi on s'attendrait. On voit qu'à droite, on a des valeurs qui sont plutôt supérieures. Donc ça nous permet de repérer les biais systématiques dans les expériences, parce qu'en fait, c'est des données de la vraie vie. Et donc, par exemple, on a des gradients dans les plaques. Donc ça, c'est lié aux gradients de température dans les incubateurs, parce que les cellules, vous les mettez dans les incubateurs. Les incubateurs ne sont pas parfaits. Au milieu de l'incubateur, il fait vraiment 37,5. Sur le bord, il fait un peu moins. Et ça affecte le taux de croissance des cellules. Ça affecte le taux de croissance des cellules, ça affecte l'efficacité de la drogue. Vos mesures sont biaisées. On peut aussi avoir des problèmes. Donc là, par exemple, on a des pipettes robotisées qui distribuent les molécules. Et en fait, s'il y a des pompes sur une partie de la pipette qui ne marche pas, vous avez des bandes comme ça qui apparaissent. Et ça ne se voit pas si on regarde à l'œil nu. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cruncher la data pour être capable de voir ce genre de biais. Et ça veut dire que c'est des expériences à refaire.
Et vous avez aussi des biais spatiaux. Donc, en fait, on mesure la luminosité dans chacun des puits. Et si vous avez un puits qui est très lumineux, ça va affecter les puits voisins. Et donc, en fait, il faut corriger pour ce genre d'effet-là aussi. Sinon, vous avez des mesures qui sont biaisées. Et ça, c'est qu'une seule partie des biais. Et donc, ce qu'il faut, quand on a ce genre de manip, c'est d'être capable de très rapidement itérer avec le laboratoire pour leur dire, bah voilà, s'il y a un problème, il faut recommencer, ou alors il faut jeter la donnée et pas l'intégrer dans les modèles. Et donc, en fait, on a tout un système. Alors ça, c'est un peu le work in progress, mais où on essaye d'avoir les gens du labo, donc vous voyez le web lab là-haut, donc ça, c'est des gens qui sont vraiment au laboratoire, qui pipettent toute la journée, et en fait, ils dropent les data, et l'objectif, c'est en fait d'être capable de leur faire le feedback le plus vite possible. Donc en fait, vous avez la data qui monte dans le cloud, c'est crunché, il y a un feedback qui est fait aux gens du laboratoire, et tout de suite, on peut leur dire, il y a un problème, il n'y a pas de problème, ça passe pas. Donc nous, aujourd'hui, on traite à peu près 6000 points de données par semaine, ce qui est un scale, pour vous donner, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Tempus, qui est le leader du secteur, on fait à peu près 2x leur throughput en ce moment. Et en fait, il faut vraiment avoir les pipelines computationnels pour être capable d'analyser ça. Mais pour avoir ce genre de pipeline computationnel, en fait, il faut aussi savoir quelles sont les erreurs auxquelles il faut attendre, parce qu'en fait, c'est des données qui sont, ça typiquement, vous ne pouvez pas l'analyser juste avec un LLM, il faut vraiment comprendre quelle est la nature des biais qu'on peut observer. Mais alors, ce qui est chouette, quand on regarde l'issue de ça, c'est que quand on compare en fait, la qualité de la donnée qu'on obtient en sortie de pipeline, quand on a fait tout le processing, en fait, on a une qualité de données aujourd'hui qui est best in class, enfin, qui est vraiment sur le haut du panier. Donc là, par exemple, ce qu'on regarde, c'est si vous faites 2 fois la même expérience, est-ce que vous obtenez 2 fois les mêmes résultats? Alors, vous remarquerez qu'on parle d'un R2 là. Donc, un R2 de 0,70, c'est pas dingo dans l'écosystème en général, mais pour des biologistes, ils sont très contents. Et en fait, vous voyez que les bases de données qui sont considérées comme des bases de données standards du domaine, ils sont plutôt à 0,45, 0,47. Et ça, c'est des excellents. Donc ça, GDSC, il me semble que c'est le Broad. Donc c'est une partie des labos qui sont liés entre Harvard et le MIT. Donc voilà, ça c'est vraiment le top du top, quoi. Et peut-être, donc pour prendre un peu de recul, ce que je trouve assez intéressant dans ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on est en train de faire de l'ingénierie sur un objet qui est assez différent. C'est-à-dire que il y a une vraie question quand on produit de la donnée, de comprendre exactement à quoi elle correspond. Et je pense que ça, là, pour le coup, on revient un peu par rapport à ce que Martin, tu expliquais sur notamment les tests sur les LLM, cette notion de comment est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas, alors que la donnée, elle est un peu organique, ou c'est des objets qui sont un peu organiques. Et là, notamment, quand on fait des tests sur de la donnée biologique, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que ce qu'on mesure, c'est une donnée biaisée d'un phénomène réel. Et donc, en fait, comment est-ce que dans des tests, vous pouvez hard-coder ça pour dire, voilà, là, je suis en train de me déplacer, je suis en train d'aller hors de la zone de confort, il y a un problème, il faut le flaguer, versus quand est-ce qu'on est dedans. Et ça, c'est assez compliqué. Donc, typiquement, vous voyez que les données sur les R2 qu'on voyait tout à l'heure, on n'est pas à 100% d'accuracy. C'est-à-dire que même si vous répétez l'expérience plusieurs fois, vous allez toujours avoir une différence assez grande. Il y a un deuxième élément qui est assez tricky, c'est dans la nature des tests, c'est dans le code, comment est-ce que vous arrivez à générer des tests qui flaguent des problèmes biologiques ou scientifiques et qui ne sont pas liés à la donnée en elle-même. Donc, très concrètement, pour vous donner un exemple, on sait qu'il y a des molécules qui sont censées marcher mieux sur certains types de cellules que d'autres. Mais pas dans 100% des cas. En moyenne, elles sont censées marcher mieux. Et ça, c'est du domain knowledge que nous, on a, qu'il faut contrôler dans les systèmes. Et en fait, on se pose pas mal de questions sur comment est-ce qu'on peut créer le genre de test qui va prendre ça en compte. Ensuite, le troisième enjeu, c'est vraiment la disponibilité des données. C'est-à-dire que les données que nous, on génère aujourd'hui, on est quasiment les seuls à en créer aujourd'hui sur le genre de système sur lesquels on est, ce qui rend les points de comparaison avec l'extérieur assez compliqués. Ça rend le travail aussi très excitant, mais ça veut dire que d'un point de vue ingénierie, on se pose pas mal de questions. Et puis après, finalement, il y a un point sur la standardisation des formats, où on travaille sur des formats de données qui sont parfois très exotiques, donc notamment les données de séquençage ou d'ARN. C'est pareil, les écosystèmes qui travaillent sur les outils de pipelining, de processing ne sont pas énormes. Et donc, c'est assez compliqué de traiter ces informations. Et donc, juste pour vous donner une petite fenêtre sur ce qu'on peut faire avec. Donc là, on a produit les données. Nous, notre job, c'est d'essayer de faire des prédictions de résultats d'essais cliniques. Et donc, on a sorti un préprint en avril. Ça, c'est juste l'architecture du modèle. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des patients pour lesquels on sait comment ils ont répondu en clinique. On a les cellules tumorales des mêmes patients. Et en fait, on fait des tests avec la molécule que le patient a reçue en clinique après au laboratoire. Et on entraîne un modèle à prédire comment est-ce que le patient a répondu.
Une fois que vous avez appris ça, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez, sur une nouvelle molécule, récupérer les cellules de patients que nous, on a au laboratoire, tester la nouvelle molécule dessus, faire les prédictions à l'échelle du patient et agréger ça à l'échelle de cohorte. Et donc, si vous faites ça, en fait, vous faites des essais cliniques au laboratoire. C'est-à-dire que concrètement, vous avez votre cohorte de 30, 35, 40 patients au labo et vous prédisez comment est-ce qu'ils auraient répondu en clinique. Et ce que vous obtenez là, ce que vous voyez sur les deux figures, c'est chaque point, c'est un bras d'essai clinique. Donc c'est comme si, en fait, aujourd'hui, on doit avoir une quarantaine de bras d'essai cliniques comme ça qu'on teste au laboratoire. Et en fait, vous voyez que sur l'axe des X, c'est la vraie réponse de ce qui a été enregistré en clinique. Et sur l'axe des Y, c'est ce que nous, on prédit. Et donc, vous voyez, on a un R2 d'à peu près 0,85. Dans un domaine, je vous rappelle, aujourd'hui, quand les pharma partent en essai clinique, c'est 5% de taux de succès. Donc, en fait, nous, on est quand même capable d'apporter énormément de données là-dessus. Et je vais vous donner une illustration là-dessus. Il y a eu un essai clinique qui a été publié ça devait être en mai maintenant, mai 2026. Ils en ont pas mal parlé dans la presse. Il y a eu un article dans Le Monde notamment dessus, où ils montraient qu'ils étaient capables de doubler l'espérance de vie des patients du cancer du pancréas, donc le daraxonrasib. C'est Revolution Medicine qui a sorti cette molécule-là. Et typiquement, ça, c'est les prédictions d'outcome clinique que nous, on fait. Donc la PFS, c'est la durée de réponse à la molécule. L'OS, c'est l'overall survival, c'est la durée de survie du patient au global. Et l'ORR, c'est le pourcentage de patients qui ont répondu à la molécule. Et comme vous voyez, en fait, on est très, très proche des résultats sur un essai clinique qui est sorti en mai avec des données que nous, on a générées en 2025. On a été capable de vraiment, en avance, prédire un peu l'outcome des essais. Et donc, pour conclure, je pense, pour conclure, pas mal de points. Un, c'est que la qualité de la donnée et la capacité à générer des données de haute qualité, c'est vraiment un point ultra différenciant pour faire évoluer, en fait, rendre le découverte de nouvelles molécules beaucoup plus efficace. Que c'est un domaine aussi, la biologie, qui est où la mentalité d'engineering n'a pas encore complètement traversé l'écosystème. Et donc, en fait, la capacité des ingénieurs à avoir des principes d'engineering très, très forts pour en fait pousser la qualité et la reproductibilité vers le haut, vous pouvez vraiment faire une très, très grosse différence dans ce domaine-là. Et c'est hyper excitant parce qu'en fait, on voit plein de choses qui sont en train de se développer en ce moment, notamment grâce à l'IA qui, en fait, permet de mieux intégrer ces modalités de données qui sont souvent un peu exotiques. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de double down sur ce secteur-là et de vraiment essayer de faire en sorte qu'on puisse faire en fait de la science la plus quantitative possible sur des données biologiques complexes. Et donc, on recrute plein de gens et venez nous voir si vous êtes intéressés par ce genre d'objet. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on... Yes. Bonsoir, merci. J'avais une question. Vous avez parlé des points de data, 6000 points de data par semaine. Je ne me rends pas du tout compte. Pour entraîner un modèle, après, vous dites, moi, ça m'a l'air dérisoire, mais du coup, est-ce que c'est assez? C'est quoi le volume? Ouais. En fait, c'est à la fois énorme et pas grand-chose. Pour vous donner une idée, l'hétérogénéité génétique aujourd'hui qui est demandée, enfin qui est faite en pratique avant de partir en essai clinique, donc le nombre de patients différents, de cellules de patients différents qui est utilisé, c'est peut-être pour une grosse pharma comme AstraZeneca, c'est peut-être 5 patients. Voilà. Ça, c'est le bench. Pour côté historique, vous êtes à l'INSERM ou vous êtes l'équipe qui fait le développement de molécules chez AstraZeneca, c'est N égale 5. À l'inverse, par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans AI Land pur et dur, 6000, c'est pas grand-chose. Je pense que ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'apporter un peu le domain knowledge qu'il faut pour savoir quel est le signal exactement que tu veux extraire, tout en produisant plus de data pour que, en fait, au fur et à mesure que les modèles s'améliorent, on soit les principaux bénéficiaires. Mais ouais, c'est une ligne de crête qui est compliquée à naviguer. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Je suis parti avec le micro. Yes. Merci pour la présentation. Donc oui, enfin, moi, venant du milieu de l'IA, oui, 6000 points par semaine, on est dans un régime de données faible. Comment vous évaluez comme c'est des données, je connais pas trop les données médicales, mais comment vous arrivez à avoir, on va dire, une distribution de données qui est suffisamment hétérogène, diversifiée,
et diversifier pour pas induire, au vu de tous les biais qu'il peut y avoir, induire des biais dans les modèles aussi, dans les prédictions des modèles. Non, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Un, c'est faut travailler pour augmenter l'hétérogénéité. Donc, on revient. Là, en gros, nous, on contractualise avec pas mal d'hôpitaux. On essaie de nouer de plus en plus de partenariats pour avoir des patients de plus en plus diversifiés et augmenter le N. Donc ça, faut aller dans ce sens. En fait, je pense que je reviens dans cette notion un peu de comment tu fais tes tests scientifiques ou tes contrôles scientifiques. Parce que comme on collecte en fait sur des données, on collecte plein de modalités. C'est-à-dire que tu augmentes le N, mais la corrélation entre les modalités, elle est quand même connue dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu sais que si tu as ce pattern-là, tu es censé avoir ces mutations-là, par exemple. Et donc, en fait, là, tu peux faire tes contrôles. Tu peux dire, moi, je veux vérifier que mes patients qui ont bien telle et telle mutation, ils répondent moins bien que les autres. Et donc, c'est pas parfait, mais ça permet au moins de savoir que tu n'es pas en train de partir complètement de façon orthogonale dans une direction dans laquelle tu veux pas aller. Et puis après, le dernier contrôle, c'est it works. Enfin, c'est ça le contrôle ultime. C'est genre, ça marche. Après, faut pas se monter, quoi. Top, merci Gustave. Merci.